Vietnam 1946. La France tente de reconquérir les colonies qu'elle a perdues lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le début de la guerre d'Indochine. Je me suis dit, c'est parti pour l'aventure, la vraie. Tu as toujours voulu aller dans ce pays. L'aventure française en Indochine va durer 9 ans. C'est l'époque où l'affrontement géopolitique s'aggrave entre l'Est et l'Ouest. C'était une guerre coloniale. Cela devient un champ de bataille de la guerre froide. L'idéologie était absente de ces opérations militaires. La réflexion n'intervenait absolument pas. Dans ces rangs, on trouve des soldats originaires de tous les pays du monde. Les ordres sont donnés en français, mais on monte à l'assaut en criant « Hurrah !» comme en allemand. Car 70% des légionnaires sont d'origine allemande ou autrichienne. Les Allemands arrivaient par centaines. À l'époque, la Légion vivait par les Allemands. Des hommes qui la veille encore combattaient les uns contre les autres sont maintenant engagés ensemble dans une guerre qui sera la plus grande défaite de l'histoire du corps expéditionnaire. Non, je ne regrette rien. Au Bagne, en Provence, comme tous les 30 avril, la Légion célèbre sa grande fête et rend hommage à ses morts. Parmi eux, 2700 tués à Dien Bien Phu, la bataille décisive qui mit fin à la guerre d'Indochine en mai 1954. À l'automne 1954, dans ce cimetière en Indochine, on trouve presque uniquement des noms germaniques. Les Allemands ont été plus de 35 000 à combattre en Extrême-Orient. Ils n'avaient plus de patrie, et cette légion légendaire leur avait promis un nouveau toit, une nouvelle identité, ou simplement l'aventure. Car en 1945, l'Allemagne est en ruine. Et tous les Allemands ne vivent pas cette fin de la guerre comme une libération et un nouveau départ. Dans les camps français de prisonniers de guerre se trouvent 870 000 Allemands qui ont reçu une solide instruction militaire dans la Wehrmacht ou dans les SS. Ils souffrent de la faim et n'ont pas de perspective d'avenir. C'est vers eux que la Légion envoie ses recruteurs, et avec succès. Des unités entières passent ainsi dans la Légion. Günther Wojcik est un parachutiste de 22 ans lorsqu'il est fait prisonnier. Dans le camp, à la suite de bagarres, il est mis en cellule. Un type est entré dans ma cellule avec un drôle de képi que je ne connaissais pas. Et il m'a dit, « Tu ferais mieux de venir avec nous. » « Pour aller où ?» j'ai dit. « Légion étrangère. Tu fais 5 ans et après t'es libre. » J'ai dit, « D'accord. » Il m'a fait signer et aussitôt il m'a fait sortir. Environ 10 millions d'Allemands sont sans abri. Les familles sont dispersées. Des enfants et des adolescents errent dans le pays dévasté, à la recherche de parents et de travail, ou bien ils peuplent les camps de regroupement. Dans les casernes de la zone française d'occupation se trouvent des bureaux de recrutement de la Légion, et leur propagande parvient jusqu'aux jeunes dans les camps. Eugen Brause est un jeune adolescent lorsqu'il est chassé de Pologne avec sa mère et sa sœur. Sans travail, sans les papiers nécessaires, le garçon doit pourtant subvenir aux besoins de sa famille. Ende des Jahres
Fin 45, j'avais 15 ans et j'étais persuadé d'avoir personnellement perdu la guerre. C'était l'échec. Je n'avais plus de pays. En zone française, j'ai entendu dire qu'on trouvait facilement du travail dans les colonies. Alors je me suis présenté à Coblence, pensant que je pourrais partir aux colonies comme travailleur étranger. En fait, c'était la Légion étrangère. On avait à manger, on avait un chez-soi, un toit au-dessus de la tête. C'était surtout d'être pris en charge, de ne plus avoir peur de n'avoir rien à manger le soir. Hans-Joachim Schriever finit la guerre dans les jeunesses hitlériennes. Sa mère part s'installer dans l'Hexagone avec un Français et laisse son fils seul. Juste après la guerre, j'ai fait plusieurs métiers avant d'être condamné à 3 ans de prison pour marché noir et corruption de fonctionnaires. Un mois plus tard, j'ai réussi à m'échapper de la prison de Weissenfels. J'ai passé la frontière, mais ensuite je me suis fait coincer. Là, ils m'ont dit, si vous entrez dans la Légion, vous serez automatiquement français au bout de 5 ans et vous pourrez rester en France. De toute façon, j'avais envie d'aventure. Alors je me suis engagé dans la Légion. À la différence de l'Allemagne de l'après-guerre, la Légion se montre tolérante envers ceux qui ont eu des vies hors normes et des passés chargés. Elle devient leur nouvelle patrie. En 1945, il y a eu beaucoup d'anciens SS qui sont entrés dans la Légion. Et la France y gagnait, parce que ces gens avaient été formés sérieusement. Et elle pouvait les réutiliser pour ses objectifs à elle. Heinrich Kleinholz était encore mineur et sans papier. Au recrutement, on le vieillit de 2 ans. J'étais un gosse. À 17 ans, on est encore un gosse. Je mesurais 1,78 m quand je me suis engagé et 1,84 m quand j'ai été libéré. Vous vous rendez compte? J'ai encore grandi dans cette légion. Ces nouveaux légionnaires ont déjà reçu une instruction militaire. Il n'y a qu'à leur apprendre les commandements en français. Et aussitôt, on les embarque pour l'Indochine. Le Bremen s'appelle maintenant le Pasteur et bat pavillon français. Après 28 jours de traversée, le navire arrive en Asie du Sud-Est. Autant dire au paradis pour ces hommes venus d'un pays en ruine. L'Indochine française englobe alors ce qui constitue aujourd'hui 3 États, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Les Français administrent le pays depuis 1862 et goûtent le charme de ce qu'on appelle alors la perle de l'Orient. Après que la France a capitulé devant l'Allemagne nazie, ce sont des fonctionnaires de Vichy qui ont administré la colonie, sous contrôle japonais. Le Japon capitule en 1945 et abandonne la colonie aux Anglais. Mais la métropole veut récupérer ses territoires d'outre-mer. Ravagée par la guerre et la collaboration, la nation entend, grâce à ses colonies, retrouver sa grandeur passée et faire oublier l'humiliation de 1940. Dès l'automne 1945, 70 000 volontaires sont envoyés en Indochine, dont beaucoup de légionnaires. Ils débarquent à Saïgon et ils s'adaptent vite. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de femmes. Notre première visite a été pour le bordel, bien sûr.
En 1948, il y avait des bordels officiels. Les BMC, bordels militaires coloniaux. Il faut dire qu'à la Légion, si on se faisait pincer pour viol, on en prenait automatiquement pour 6 mois. Il y avait aussi des Françaises dans le bordel, et beaucoup parlaient allemand, parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui arrivaient à Saigon. Une fois, on était depuis longtemps au combat. Ils nous ont amené des filles. Ils ont monté une tente et on a fait la queue pour attendre son tour. Celui qui avait de l'argent s'achetait une femme. Enfin, acheter n'est pas le mot. Mais on la payait, quoi. Vous n'alliez pas l'acheter au marché, mais vous demandiez « Y en a-t-il une qui veut habiter avec un légionnaire ?» et tout ça. Du bist schön. Das Lächeln deiner Lippen, der Glanz deiner dunklen Augen, dein zarter Körper, dein schwarz schimmerndes Haar. Und so liebte ich dich, wie den Zauber dieses Landes, wie man nur hier lieben kann. Toi Yu Kolam. La beauté de ce pays. D'un village à l'autre, il y avait 4, 5, 6 kilomètres de rizières, des palmiers, etc. On absorbait tout ça en soi, tellement c'était beau. Pour moi, c'est un des plus beaux pays qui soit. La beauté exotique de l'Indochine fait oublier aux légionnaires l'objectif de la domination coloniale, l'exploitation économique du pays. Les matières premières de l'Indochine, destinées au marché mondial, sont le sel, le caoutchouc et le charbon. Elles sont exploitées sur une grande échelle et extraites par une population astreinte au travail forcé. L'Indochine est la plus rentable des colonies françaises. La coloniale empêche la naissance d'une industrie nationale. Le pays est anémié, la population de plus en plus misérable. La résistance à la domination française se renforce. Nous voulons tous l'indépendance de notre pays. En 1942, Ho Chi Minh fonde la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh. C'est-à-dire la Ligue pour l'indépendance du Vietnam. Le 2 septembre 1945, retentissent à Hanoï les premiers mots de la déclaration d'indépendance américaine, citée par Ho Chi Minh, qui proclame la République du Vietnam. La résistance ouverte contre l'administration française éclate au grand jour. La France riposte en décembre 1946 par le bombardement du port de Haiphong, qui fait 6000 victimes civiles. Les officiers expliquent à leurs troupes que les pirates fous du Viet Minh veulent mettre la main sur les et qu'il faut débarrasser de ces bandits l'empire colonial. Massacrez-les comme vous avez massacré les hordes nazies. Je ne réfléchissais pas à ce que je faisais là en Indochine. Je savais seulement que j'avais à me battre contre les communistes. Nous nous étions déjà battus contre les communistes en 39-45. Donc ce n'était que la répétition de 39-45, juste dans d'autres conditions. Là, j'étais avec les Français et je me battais contre les communistes. On demandait à nos officiers pourquoi nous nous battions. Ils répondaient « pour la culture européenne ». Nous, on se disait « jolie culture qui démolit tout ». Les légionnaires se retrouvent confrontés à une guérilla comme ils n'en ont jamais connue.
L'adversaire demeure généralement invisible. Il n'y a pas de front bien défini. La supériorité technique des troupes coloniales frappe dans le vide. Chaque carrefour, chaque bosquet peut cacher une embuscade. À franchement parler, quand ça canardait de partout, quand ça pétait dans les engagements, on avait peur quelquefois. Quand on attaquait un village, on ne voyait personne. Ils avaient tous disparu. Ils se cachaient sous terre, refermaient les trappes et voilà. Le premier mort qu'on a eu, c'était un Tchèque. Tout le village sans le trouver. Tout d'un coup, j'ai vu sa tête qui est passée au-dessus d'un mur et je l'ai appelé. Il s'appelait Polak. J'ai crié « Tu viens, Polak ?» Il n'a pas bougé avec son képi sur la tête. Alors on s'est approché et on a vu que c'était juste sa tête plantée sur un piquet. C'était très difficile de repérer le Viet Minh local. C'était pratiquement impossible. Et c'est ce qui faisait leur force. Le type circulait comme n'importe quel paysan, sauf qu'il avait son flingue planqué dans un coin. Les légionnaires ont l'impression de se battre contre la population tout entière. Plus d'un se fait tuer à la première embuscade. On était 15 et on s'est fait attaquer dans une rizière. Au retour, on n'était plus que 4. Tous les autres s'étaient fait descendre. Ils y ont laissé leur peau. Hans-Joachim Schriever n'est là que depuis quelques mois seulement, lorsqu'il comprend les enjeux et la dureté de cette guerre. Là, je me suis dit, je ne marche plus. Parce qu'enfin, pourquoi? Ça ne vaut pas le coup. Ça a été le déclic. Je me suis dit, j'en ai ras-le-bol, je me barre. J'étais joli garçon à l'époque, et le commandant de compagnie était un PD total. Il avait des vues sur moi. Et comme c'était pas mon truc, ça a fini par tourner au vinaigre, et je lui ai tiré dessus. Il n'a été que légèrement blessé, mais moi je n'avais plus le choix. J'étais bon pour la cour martiale, il ne me restait plus qu'à déserter. Au cours de cette guerre, ils sont des milliers à changer de camp. Il y aura 1400 Allemands qui déserteront, pour des raisons souvent personnelles, ou bien qui, faits prisonniers, se laisseront recruter par le Viet Minh, comme naguère par les Français. Il fallait commencer par se rendre à l'ennemi. Ils avaient déjà un Allemand qui était capitaine dans leur armée, et c'est à lui qu'ils nous ont amenés. On lui a dit qu'on voulait passer de leur côté, qu'on en avait ras-le-bol de la Légion. Cet officier fait partie d'un groupe d'antifascistes et de juifs allemands et autrichiens passés par les camps d'internement français pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis engagés dans la Légion, et qui avaient déserté dès le début de la guerre d'Indochine. Certains d'entre eux, comme Ernst Frey ou Erwin Borchers, étaient rapidement devenus officiers dans le Viet Minh et étaient de proches collaborateurs du général Giap. Ils publient un journal de propagande pour le Vietnam, Waffenbrüder, frères d'armes. À la différence des déserteurs plus récents, ils ont changé de camp par conviction idéologique.
et se charge désormais de l'éducation politique de ces hommes qui ont d'abord combattu pour Hitler, puis pour l'Empire colonial français, et maintenant pour la libération du Vietnam. On a réalisé que le Viet Minh avait raison de se battre pour son pays. Ils avaient été occupés tellement souvent et on ne le savait pas. Par les Japonais, par les Chinois, tout ça. On ne le savait pas avant. C'était un hymne en l'honneur de Ho Chi Minh. Il le chantait toujours dans toutes les grandes occasions. Je ne sais plus les paroles en entier, mais c'était comme ça. Ho Chi Minh, Muon Nam, Ho Chi Minh, Muon Nam, Ho Chi Minh, Muon Nam. Les nouveaux venus vont faire de la propagande dans les villages, jusque devant les positions françaises. À coups d'arguments politiques et en leur promettant un rapatriement rapide, on incite les anciens camarades à déserter. Les premiers temps, c'était l'unité de propagande. vietnamesischen Volksarmee über und schafft euch damit die Möglichkeit zur Rückkehr in die Heimat. Il y en a qui sont passés au Viet Minh et qui ont fait leur chemin. Mais c'était ceux qui étaient déjà sergents-chefs ou adjudants chez nous. C'était une minorité. C'était des gens qui avaient, comment dire, quelque chose dans la tête. Personnellement, j'avais signé. Et je me suis tenu strictement à ça, quelles qu'en soient les conséquences. Si j'avais voulu m'engager ailleurs, j'aurais fait le nécessaire. Les déserteurs sont dotés par l'armée populaire vietnamienne d'une nouvelle identité, destinée à les mettre à l'abri des services secrets de l'adversaire. En qualité de chef des déserteurs allemands, Borchers signe les papiers de son pseudonyme vietnamien, Chien Si, le combattant. Désormais, des Allemands combattent donc des deux côtés. Les déserteurs sont appelés par leurs camarades vietnamiens Vietnam Moi, les nouveaux Vietnamiens. Une fois de plus, ils s'adaptent à leur nouvelle situation. Mais cette vie parmi les Vietnamiens, sans les camarades allemands, n'est qu'une étape intermédiaire. Plus ils s'installent dans ce monde étranger, plus ils ont le sentiment d'être non plus des mercenaires, mais des exilés. Ils voudraient rentrer au pays. Sehnsucht, wenn schnell die Wolken heimwärts ziehen, wenn sie im letzten Strahlen der Sonne verblühen, dann möchte ich Tränen vergießen um dich. O liebe Heimat, du bist mein Glück. Im fernen Osten singt leise die Nacht, in meinem Herzen die Sehnsucht erwacht. Im fernen Osten ein Liebeslied klingt, wenn rot die Sonne im Meer versinkt. In einer einsamen Stunde in Südvietnam gedichtet. L'armée populaire du Vietnam est mal équipée, et ces Allemands viennent à point nommé. Leur compagnie était armée de machettes, quelquefois d'épieux. J'ai vu une compagnie qui avait juste une mitrailleuse légère datant de la Première Guerre mondiale. Ils ont dit, si les Allemands nous rejoignent, on va gagner la guerre. Ils ont dit ça.
Les anciens légionnaires apportent une vaste compétence technique et stratégique. En plus de la propagande, j'ai fait l'instructeur armement, car les armes qu'avait le Viet Minh étaient pour la plupart des armes prises aux Français, et je m'y connaissais. Les postes français sont des forteresses solides, dont on ne peut s'emparer que par la ruse. Willy Deckers a été volontaire dans ce genre de commando. Selon l'unité qui occupait le poste, nous commencions par nous procurer la tenue correspondante. Ensuite, on entrait, armés jusqu'aux dents, et pendant que le Viet Minh donnait l'assaut de l'extérieur, nous, on nettoyait de l'intérieur. Und dann 1951 haben wir ja einen Zug überfallen, der vordere Panzerwagen. En 1951, on a attaqué un train. Le wagon blindé de tête avait un Beaufort, un canon à tir rapide de 37 mm. C'était lui notre objectif. On voulait cette pièce et ses munitions. Un jour auparavant, les Viets avaient disposé dans la forêt tout autour des milliers de personnes, des femmes, tout ce qui pouvait porter une charge. Nous, on était à 4 et on a démonté la tourelle et le canon. Pendant ce temps, ils sont arrivés comme des fourmis, chacun sachant précisément d'avance ce qu'il avait à faire, vers quel wagon il devait aller, et en un rien de temps, le train était vide. Avec le matériel saisi, on crée des fabriques de munitions dans les montagnes. Grâce aux Allemands, l'armée de paysans devient une troupe bien organisée. En 1950, Mao Tse-tung instaure un régime communiste en Chine et accroît l'aide aux camarades vietnamiens. Des troupes et du matériel affluent à travers la frontière. Les Allemands donnaient un coup de pouce, c'est maintenant la Chine qui donne un coup de main. Le Viet Minh a désormais pour instructeur des conseillers militaires chinois. C'est la naissance d'une armée puissante. Jusque-là, les États-Unis avaient soutenu la lutte du Vietnam pour son indépendance. Mais à présent, craignant une hégémonie communiste en Asie du Sud-Est, la superpuissance se range aux côtés des Français et prend en charge 78% des frais de la guerre. Le vice-président Richard Nixon, qui sera plus tard responsable de l'escalade au Vietnam, se rend en Indochine. L'idéologie de la guerre froide gagne le pays. La guerre coloniale est proclamée guerre défensive contre l'agression communiste. Les embuscades se multiplient et en représailles, les massacres succèdent aux massacres. Les interrogatoires des anciens légionnaires abondent en récits d'ordres arbitraires et de violences atroces qui n'ont jamais fait l'objet d'enquêtes. Un ordre était un ordre chez les nazis. Et pour moi, à la Légion, c'était la même chose. C'est peut-être une faute. Je n'ai jamais réfléchi à ce que je faisais en Indochine. Dans un compte-rendu d'interrogatoire, on peut lire « L'ordre était de raser le village. Les légionnaires devaient abattre tout ce qu'ils rencontraient. Bilan, 5000 morts. » Quelle que soit l'armée considérée, je n'admets pas qu'un soldat dise ensuite « C'était les ordres, je ne pouvais pas faire autrement ». Personnellement, je n'admets pas ça, parce que j'ai vécu ce genre de situation. Bon, c'est vrai qu'on s'attire des ennuis, de très graves ennuis, qui peuvent aller jusqu'à la prison. Mais on peut refuser d'obéir.
Il y avait eu une fusillade et on a mis le feu partout. Au Tonkin, c'était normal. Quand nous sommes revenus, mon capitaine m'a dit « Va voir dans la maison d'où est parti le signal ». Je n'ai vu personne et j'ai mis le feu là aussi. Dans les dossiers, on lit ceci. Après l'assassinat du gouverneur par des partisans vietnamiens, 2 gros villages ont été en représailles entièrement incendiés. Les femmes et les enfants ayant été enfermés dans les habitations. Les hommes et les adolescents ont été regroupés et on leur a tranché la tête. Le caporal Rhodes s'est distingué. Il a été exemplaire dans ce type d'exécution. Les officiers ont donné une prime par tête aux légionnaires. On avait pris un nid de rebelles. J'ai trouvé et gardé ces photos en guise de butin. Je les connais pas, ce sont les rebelles. Les têtes ont été chargées dans un véhicule et jetées dans le Mékong. Les corps sans tête sont restés sur la place du marché. Dans un autre cas, on a arrosé les prisonniers d'essence et on y a mis le feu. Ou bien on a versé l'essence sur le sol et on y a poussé les prisonniers. On était en opération et des copains sont allés nager. Mais ils ne revenaient pas. On y est allé et on a vu que du sang. Ils avaient complètement disparu. Ensuite, on les a retrouvés dans des buissons. Le sexe tranché, les yeux crevés et le sexe dans la bouche. Moi, je gardais toujours 3 cartouches en réserve. Jamais je me serais laissé faire prisonnier. On nous disait que tous ceux qui venaient de pays démocratiques pourraient rentrer chez eux. Puis un avis est arrivé. On nous a tous expédiés vers Phong Cao Phi au Nord-Vietnam. Il a fallu y aller à pied et en faisant des détours parce que les Français occupaient tout. Ça faisait environ 300 kilomètres. Après quelques semaines, ça a été le convoi du Vietnam vers la Chine. On est parti en août et arrivé en octobre. Chez les Chinois, on a été reçus très amicalement. Enfin, officiellement. En fait, ils n'aimaient guère les Européens, les Allemands. Ils disaient « Kopitse Pao », les longs nez pas bons. Aux yeux des maoïstes chinois, les déserteurs allemands sont suspects. À l'initiative du gouvernement est-allemand, un premier rapatriement est organisé au début de 1951. Il y en aura 7 au total. Des conseillers politiques accompagnent les rapatriés à partir de Moscou, afin que puisse être entrepris un travail préparatoire sur chaque légionnaire. On a débarqué à Francfort-sur-l'Oder et on a franchi le pont. Des jeunes nous attendaient avec fanfare et trompette. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Revoilà les jeunesses hitlériennes.
Je ne savais pas ce que c'était. Je m'étais engagé dans la Légion en 1948. Et puis j'ai vu FDJ, Jeunesse allemande libre. Ah bon? C'est en qualité de président de la FDJ que Erich Honecker avait préparé ce retour des déserteurs et prisonniers de guerre, et il les avait classés d'avance comme politiquement suspects. La sécurité d'État, la Stasi, intervient et surveille les anciens légionnaires. On organise pour eux un camp d'accueil. Nous avons dû passer environ 4 semaines en quarantaine dans ce camp. Parce qu'à l'époque, les analyses de sang prenaient plus de temps, avant qu'on soit sûr de ne pas être atteint de maladies contagieuses. C'est le certificat de quarantaine établi au camp de Bischofswerder. Pays d'origine, Vietnam. Quarantaine terminée. Malaria guérie. Le dernier accès date d'août 1950. Pouls, désinfection le 30 mars 51. De là, on était ensuite envoyé dans différentes circonscriptions administratives de la RDA. Tous les anciens légionnaires sont suivis par des collaborateurs officieux de la Stasi. Déjà dans le camp de quarantaine, on tente de les recruter comme espions et on espionne ceux qui refusent. Le ministère demande des rapports mensuels sur le comportement psychologique et moral des anciens légionnaires, et en particulier sur leurs relations avec l'Ouest, car c'est contre l'Ouest qu'on veut les utiliser. Öffentliche Pressekonferenz im Friedrichstadtpalast. Professor Gerhard Eisler dankte dem vietnamesischen Volk, mit dessen Hilfe ehemalige deutsche Fremdenlegionäre aus dem schmutzigen Krieg heimkehren konnten. Schriever est tout de suite amené à Berlin, afin qu'il dénonce dans les médias les pratiques de la Légion étrangère. Ils nous ont invités à la conférence de presse, après nous avoir mâché d'avance tout ce que nous devions dire. Ils nous ont fait boire pour être sûr qu'on signe. En fait, tout n'était pas vrai. La patrie que retrouve Schriever est engagée dans la guerre froide, et il se trouve mobilisé dans cette guerre. Son histoire devient une arme de propagande entre les mains d'un pays qui lui est devenu étranger. Le chef du gouvernement de RDA, Walter Ulbricht, avait lancé dans les médias une campagne destinée à appuyer la lutte contre le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest. D'après les conventions de Genève, les Français avaient le droit de nous poursuivre comme déserteurs pendant au moins 15 ans. Donc, on était forcé de rester dans les pays de l'Est. En 51, quand je suis revenu, je suis allé en Allemagne fédérale. Mais là, j'ai appris que notre ancien chef de délégation, Jackie Holsten, venait d'être arrêté comme déserteur. Je me suis dit, ça devient dangereux. J'ai eu une telle frousse que je suis revenu en RDA. En Allemagne de l'Ouest encore, le recrutement de la Légion fait problème. Les premiers légionnaires allemands sont rentrés, et la Légion continue à servir de refuge à des jeunes gens égarés. Elle recrute sur le sol allemand, dans la zone française d'occupation et dans les camps de réfugiés. L'opinion publique l'admet de plus en plus difficilement, et les pressions politiques se font plus fortes. À partir de 1953, la Légion fait passer en fraude la frontière à ses recrues allemandes. À la gare de Landau, en zone française, il se présente jusqu'à 50 volontaires par jour qui se précipitent au bureau de recrutement de la Légion étrangère. En allant à l'école, je voyais ces types qui couraient vers la caserne, poursuivis par la police. Elle voulait les intercepter et les empêcher d'aller s'engager à la Légion.
La guerre d'Indochine devient de plus en plus dure. Et ceux qui parviennent à s'engager sont embarqués dès la fin de leur instruction pour l'Asie, où les attend la dernière grande bataille qui mettra fin à cette guerre. Le diable marche avec nous. Effectivement, le diable est de la partie. Dans cette vallée perdue à la frontière du Laos, Dien Bien Phu. Le 20 novembre 1953, au matin, débute l'opération Castor, la plus grande opération aéroportée de la guerre d'Indochine. 13 000 hommes, occupant des positions fortifiées, doivent barrer la route au Viet Minh et le contraindre à livrer une bataille rangée afin que la France obtienne enfin un succès marquant. Des milliers de tonnes de matériel arrivent par un pont aérien et les troupes prennent position sur les tertres de la vallée. Leur commandant en chef, le général de Castries, a reçu l'ordre de faire de Dien Bien Phu une forteresse et de la tenir à tout prix. Étant l'unité la plus solide, la Légion devra supporter le plus gros de l'effort. Effectivement, 1500 légionnaires se feront tuer dans la fameuse poêle à frire de Dien Bien Phu. « Tiens bien, fou !» crient les légionnaires, au moment de sauter dans la cuvette où ils trouveront la mort. Dès qu'il a connaissance de la manœuvre française, le général Giap, commandant en chef des troupes du Viet Minh, fait faire mouvement à une armée de 50 000 hommes. Avec le soutien de la population, ils accomplissent un exploit logistique et stratégique. Des centaines de kilomètres de routes sont construites dans la jungle. Les divisions lourdes amènent plus de 200 pièces d'artillerie. Ces lourds engins sont transportés à la force des bras jusqu'à des altitudes de 1500 mètres. Et tout cela sans se faire voir. La France, dans une ultime posture coloniale, a complètement sous-estimé son adversaire. Les optimistes, surtout les jeunes officiers, disaient « Ils n'ont pas plus de quelques obus par jour à nous balancer. » Le 13 mars 1954, à 17h, débute la fin de l'empire colonial français. Les positions avancées tombent immédiatement. Les troupes françaises assiégées livrent une bataille meurtrière sur un espace réduit à l'extrême. Ce sont des vagues humaines qui montent successivement à l'assaut des positions françaises. 23 000 soldats vietnamiens périssent dans la bataille. Imaginez une pente sur laquelle sont fixés des fûts de napalm. L'adversaire le sait. Il sait que quand il montera à l'assaut, on y mettra le feu. Et qu'alors ce sera comme une coulée de lave qui dévalera en engloutissant tout. Sans parler des cris, de la chair brûlée, de la puanteur.
Ce petit ravin devant nous était tellement plein de fumée, de poudre, plein d'odeurs de chair brûlée, qu'on pouvait à peine respirer. Le combat fait rage pendant 57 jours et 57 nuits, avant que les défenseurs ne soient plus en mesure de repousser les assauts. J'ai réellement souhaité mourir, et plus d'une fois. Oui. Parce qu'arrive un moment où il y a des choses qu'on est moralement plus capable de supporter. Le 7 mai 1954, après 5 mois et demi de siège, les troupes françaises se rendent. Dans les 6 bataillons de Légion qui ont tenu jusqu'au bout, il y avait 1600 Allemands. 7000 légionnaires entament une marche de plusieurs semaines vers la captivité. Ils ne seront que 2000 à en revenir. Cette victoire donne naissance à un mythe héroïque. C'est la première fois dans l'histoire des guerres coloniales qu'une puissance colonisatrice est contrainte par les armes à battre en retraite. Ho Chi Minh et l'armée populaire vietnamienne ont remporté une grande victoire, et la propagande communiste en fait l'un des plus grands triomphes de l'histoire et le tournant décisif de l'histoire du Vietnam. Dans cette salle, vous pouvez voir les grandes étapes du long chemin que fut le combat victorieux de l'armée vietnamienne. Cette photo montre Ho Chi Minh avant son retour à Hanoï en 1954. Là en bas, c'est la guerre de 9 ans contre les Français et la victoire de l'armée vietnamienne à Dien Bien Phu le 7 mai 1954. Sur cette photo, on voit Ho Chi Minh décorant les soldats victorieux. Les décors mis par Ho Chi Minh et l'étoile rouge. Je suis là, à droite, et je salue. Là, c'est Wang Dang Nguyen. Il était sous-officier dans le commando d'assaut qui a obligé le général de Castries à se rendre. Tous les écoliers vietnamiens connaissent l'histoire de la glorieuse victoire de Dien Bien Phu. Les enfants lèvent des regards admiratifs vers ces héros vénérables et rêveraient d'avoir été l'oncle Ho les félicitait. Les Vietnamiens ne sont pas d'un caractère rancunier. Il faut voir ce qu'ils ont subi. Eh bien, ils n'ont pas de rancune. C'est un peuple qui a de la gaieté et qui oublie très vite. Je ne sais pas si en Europe on aurait oublié tout ça aussi vite et sans rancune. Ça a été un malheur pour beaucoup de revenir. J'ai rencontré un sous-officier au Vietnam qui me demandait tout le temps « C'est comment en Allemagne? Où est-ce qu'on peut aller ?» Ces types ne savaient pas où aller.
Pour beaucoup d'anciens légionnaires, la Légion étrangère reste une sorte de patrie. On n'y honore pas seulement les vainqueurs. Ceux qui ont livré des batailles perdues sont honorés aussi comme des héros, comme des frères d'armes, qui ont été solidaires jusque dans la mort, et qui ont ainsi accru la gloire de la Légion. Heimatlos sind viele auf der Welt, heimatlos und einsam wie ich. Überall verdiene ich mein Geld, doch es wartet keiner auf mich. Keine Freunde, keine Liebe, wie ihr früher einmal war, wie es früher einmal war. Dans un instant,